La pollution plastique est l'un des défis environnementaux les plus pressants de notre époque. Depuis leur invention au début du XXe siècle, les plastiques ont envahi notre quotidien en raison de leur légèreté, durabilité et faible coût de production. Cependant, ces mêmes qualités qui les rendent si pratiques posent aujourd'hui un problème majeur, leur omniprésence et leur persistance menacent l'environnement. Chaque année, des millions de tonnes de plastique sont produites et utilisées dans le monde entier, mais une grande partie de ces matériaux finit par devenir des déchets. Les plastiques ne se décomposent pas facilement et peuvent persister dans la nature pendant des centaines d'années, affectant gravement les écosystèmes terrestres et marins. Les microplastiques et nanoplastiques, ces minuscules fragments issus de la dégradation des plastiques, pénètrent les chaînes alimentaires et menacent la biodiversité, tout comme la santé humaine. Pourtant, la production mondiale de plastique continue d'augmenter, avec des prévisions indiquant une possible multiplication par 3 d'ici 2060, atteignant 1,2 milliard de tonnes si aucune mesure significative n'est prise. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. Nous vous proposons l'interview de l'une des plus grandes spécialistes de la pollution plastique en France, Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRAE et ancienne auditrice de l'IHEST. Nathalie Gontard, que représente la pollution plastique aujourd'hui en France et dans le monde ? La pollution plastique, c'est une pollution dont on parle beaucoup. Elle représente un matériau qui a envahi notre planète. On en a accumulé une quantité tellement importante, 9 milliards de tonnes sur Terre. C'est 4 à 5 fois plus que la masse totale de la biomasse animale qui existe sur Terre. Et surtout, elle représente un tsunami de micro et de nanoplastiques que l'on retrouve absolument partout, dans les endroits les plus reculés et dans tous les organes des êtres vivants, y compris les nôtres. Donc la pollution plastique, c'est quand même aujourd'hui 0,5% en poids de notre cerveau, qui est constitué de microplastiques. On pensait que les particules de plastique ne voyageaient pas par voie d'air, c'est essentiellement par voie d'eau, mais pas du tout. Elles voyagent très bien par voie d'air. Donc partout où on cherche des particules de plastique, on en trouve. Si aujourd'hui nous disposons de méthodes de routine pour évaluer cette pollution plastique à l'échelle micrométrique, c'est-à-dire pour évaluer les microplastiques, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on va sur des tailles plus petites, des nanoplastiques. Et ça pose un problème, parce que le plastique, de façon spontanée, se fragmente en bouts de plus en plus petits. D'abord microscopiques, puis nanoscopiques. Plus la particule est petite, et plus elle va voyager facilement, et plus elle va traverser toutes les barrières, et notamment les barrières biologiques qui sont là pour protéger le bon fonctionnement des organismes, des particules étrangères qui se présenteraient à leur porte. Or, les particules plastiques, lorsqu'elles atteignent l'échelle nano, elles peuvent très facilement pénétrer dans des organes qui sont ensuite incapables de s'en débarrasser. Donc, ces particules vont s'accumuler et ensuite, comme tout corps étranger qui s'accumule dans un organe, entraîner des dysfonctionnements de type métabolique, inflammatoire, immunitaire, etc. Or, actuellement, on dose les microplastiques, mais pas ou quasiment pas la pollution au nanoplastique, qui est pourtant celle qui engendre le plus de risques vis-à-vis de la santé de notre environnement et de la santé humaine. On en meurt du plastique aujourd'hui dans le monde. Ah mais bien sûr qu'on en meurt. Le problème, c'est juste qu'on n'est pas bien capable de compter les morts, parce que c'est une toxicité qui est chronique et sur le très long terme. Donc ça, c'est très très difficile à faire. Voilà. Mais on le sait, c'est-à-dire que toutes les études convergent vers des dangers extrêmement importants qui concernent le système nerveux, le système cardiovasculaire, respiratoire, digestif, de reproduction. Où en est-on des bioplastiques ? Est-ce que c'est la solution pour remplacer le plastique issu des énergies fossiles ? Alors, les bioplastiques, c'est un terme extrêmement large qu'il faut décrypter. C'est-à-dire que le préfixe bio signifie que le plastique est soit biosourcé, soit biodégradable, ou bien même les deux. Actuellement, le problème du plastique n'est pas sa ressource. C'est un problème de devenir de ce matériau qui, dès sa production, se fragmente en micro et en nanoplastiques. Donc un plastique biosourcé ne présente pas vraiment d'intérêt, à part de nous garantir
la production de plastique, même si la ressource de pétrole venait à manquer, ce qui franchement n'a pas grand intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le biodégradable, parce que ce qui rend le plastique dangereux, c'est qu'il se fragmente et surtout qu'il n'est pas biodégradable. Donc, contrairement aux matériaux que l'on peut trouver sur Terre, comme, le papier, le bois, le coton, la soie, la laine, etc., tous ces matériaux sont biodégradables. C'est-à-dire qu'il existe dans la nature des micro-organismes, des insectes, etc., qui vont être capables de digérer ces matériaux. Donc, il n'y aura pas d'accumulation et la digestion va se faire relativement vite, en quelques mois, voire quelques années. Pour le plastique, cette digestion n'existe pas. Donc, le plastique, lui, peut persister des années, des décennies, des siècles, voire même des millénaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très problématique que l'on essaie de résoudre en remplaçant les plastiques d'origine pétrochimique non biodégradables par des matériaux biodégradables qui ont des propriétés similaires en termes de praticité, facilité d'utilisation, etc. Ça, c'est ce sur quoi beaucoup de chercheurs travaillent, dont mon laboratoire. Alors, il faut savoir que on a atteint des niveaux de consommation pharaoniques et qu'on ne pourra jamais remplacer les plastiques conventionnels, pétrochimiques et non biodégradables, par des plastiques biodégradables. On ne disposerait jamais de ressources suffisantes pour faire ça. Donc, ces nouveaux plastiques qui arrivent sur le marché sont intéressants, mais pour des applications de niche uniquement. Et donc, même s'il y a de nouveaux plastiques développés, il ne faut pas oublier que la priorité pour lutter contre ce tsunami de micro et de nanoplastiques, c'est de réduire notre consommation et d'utiliser le moins de plastique possible. J'ai vu passer une étude sur des bactéries qui arrivaient justement à digérer le plastique. Oui, non, mais il y a des tas de choses là-dessus. Mais là encore, comment allons-nous pouvoir résoudre le problème de la pollution plastique avec ces bactéries en les répandant sur Terre comme ça là pour qu'elles puissent aller s'attaquer à tous les micros et les nanoplastiques qui s'accumulent absolument partout? Non, c'est pas possible. On mettrait en danger le fonctionnement même de notre écosystème et de notre santé. Le sommet de Busan, censé aboutir à un traité mondial contre la pollution plastique en décembre dernier, a échoué. Pourquoi est-ce que les pays ne parviennent pas à se mettre d'accord ? Pour moi, c'est assez clair, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, 2 à 3 grandes catégories de pays. Il y a d'abord les pays consommateurs. Les gros consommateurs de plastique dont nous faisons partie, ce sont les pays riches. Ensuite, il y a les pays producteurs, qui peuvent être aussi consommateurs, mais c'est pas forcément les plus gros consommateurs. Les États-Unis étant à la fois producteurs et consommateurs, nous sommes essentiellement, nous, en Europe, des consommateurs. La Chine étant, par exemple, un pays où les pays du Golfe essentiellement producteurs, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup moins que ce qu'ils ne produisent. Et puis, on pourrait même définir une troisième catégorie de pays qui sont ceux qui accueillent nos déchets et quelque part qui subissent toute cette consommation et cette production. Donc là, ce sont essentiellement les pays du Sud, avec des gros problèmes de gestion de déchets. Et donc, du coup, on a les pays producteurs qui défendent une approche basée sur uniquement la gestion des déchets, c'est-à-dire le recyclage. Parce que du coup, en ne visant que le recyclage, on ne touche pas à leur gagne-pain, puisque le recyclage consiste à rajouter un cycle, c'est-à-dire qu'on va rajouter toute une filière industrielle qui va récupérer le déchet, puis qui va ensuite le transformer en autre chose. Voilà. Or, après avoir pendant longtemps, et notamment au niveau européen, prôné le recyclage comme solution majeure et prioritaire, on sait maintenant que le recyclage du plastique n'existe pas vraiment et ne pourra jamais vraiment exister. Tout simplement parce que le plastique est un matériau qui se dégrade, qui interagit, qui absorbe des contaminants. Et pour pouvoir le réutiliser, il faut restaurer à la fois ses propriétés, à la fois sa pureté, etc. Et ça, c'est extrêmement coûteux, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Donc, il n'existe pas vraiment de procédé de recyclage miracle, c'est-à-dire qui puisse être appliqué un très grand nombre de fois à un coût environnemental et économique faible. Du coup, les pays comme l'Union européenne sont revenus de cette priorité-là, évidemment, et eux militent, en tout cas, c'est ce qui s'est passé au cours de ces négociations internationales pour que l'on plafonne la production. Évidemment, les pays producteurs s'y opposent. L'inverse serait surprenant. Et
Moi, je pense que la situation ne se débloquera pas tant que les pays consommateurs que nous sommes n'auront pas pris leurs responsabilités. C'est-à-dire que nous vivons dans une économie de marché. La production ne dépend que de la demande, essentiellement. Et que nous avons le devoir de changer nos modes de vie et nos modes de consommation pour réduire notre consommation de plastique et donc ce qui va entraîner de facto une réduction de la production. On n'est pas tout à fait prêt pour aller dans cette direction-là. On n'en prend pas le chemin puisque Donald Trump vient de signer lundi 3 mars un décret visant à annuler les objectifs de suppression des ustensiles plastiques à usage unique dans l'administration américaine, malgré leur impact néfaste pour l'environnement et notamment la vie marine. Est-ce à dire que tous les efforts, notamment pour interdire les pailles en plastique, sont réduits à néant ou est-ce que certaines avancées vont malgré tout se maintenir, notamment en France ? Moi, j'ai un peu de mal à vous dire quelle va être l'ampleur de la catastrophe Trump. Je crois qu'il faut quand même le dire. Toutes les préoccupations environnementales sont perçues comme un point de faiblesse dans notre comportement. Évidemment que ça va avoir des conséquences jusque chez nous. On peut faire un peu le parallèle. Actuellement, il y a une loi Egalim qui a été promulguée le 1er novembre 2018 et qui prévoyait l'interdiction de l'utilisation de plastique dans la restauration scolaire à compter du 1er janvier 2025. Donc il y a eu tout un processus qui a été mis en place pour pouvoir éliminer tous ces plastiques de la restauration collective. On parle de plastique à usage unique, Bien sûr, mais y compris plastique réutilisable. L'objectif était d'avoir une cantine sans plastique. Et ça a marché ? Oui, c'est en train de se mettre en place et avec énormément de succès. C'est-à-dire qu'en fait, quand on y réfléchit, il y a beaucoup de solutions. On peut très bien se passer de plastique, sauf que il y a un décret du ministère de la Transition écologique qui est actuellement soumis à consultation, mais qui est en bonne voie de pouvoir être accepté, qui supprime de la définition des contenants utilisés pour la consommation des repas, c'est-à-dire que les assiettes, les couverts et les gobelets en plastique seraient de nouveau autorisés dans la restauration scolaire, universitaire, et y compris dans les établissements qui reçoivent de jeunes enfants, si ce décret est adopté. Comment vous l'expliquez, ce décret ? Je n'ai pas trouvé de justification officielle. Par contre, ça me paraît évident pour tout le monde qu'il s'agit d'un lobby des industriels qui produisent toute cette vaisselle en plastique. Alors, je ne sais pas par quel biais ni comment, mais forcément, il y a eu un levier qui a été actionné là. C'est vraiment regrettable parce que c'est une façon d'édulcorer complètement une loi qui, en plus, était relativement facile à appliquer. Surtout que dans cette loi, si certains contenants, notamment pour la cuisson, étaient un peu compliqués à remplacer, toute la vaisselle, franchement, c'était très très simple. Donc on ne peut que être consterné par ce genre de décision. Miser uniquement sur le recyclage, pour vous, c'est une hérésie ? Alors pour moi, il s'agit d'un défaut de compréhension de ce qu'est la pollution plastique. C'est-à-dire que très longtemps, on s'est imaginé que la pollution plastique ne provenait que des déchets plastiques. Ça, je pense que c'est parce que, en fait, la pollution plastique, souvent, c'est ce que nous, on voit. C'est les déchets qu'on va voir flotter dans la mer, sur les plages, dans les forêts, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, si on supprime les déchets, il n'y aura pas de souci de pollution plastique. Donc, on va recycler. Le problème, c'est que les déchets que l'on voit, ce sont pas eux qui sont dangereux. C'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est justement la pollution plastique que l'on ne voit pas. Un plastique devient dangereux lorsqu'on ne le voit plus, c'est-à-dire qu'il est fragmenté à l'échelle micro et nanoplastique. Donc le recyclage consiste à redonner une utilité aux déchets. Mais cette émission de micro et de nanoplastique, elle démarre dès la production, pendant l'usage. Lorsque vous portez un vêtement en fibre de polyester, vous en avez partout. Chaque fois que vous le mettez, que vous l'enlevez, que vous le frottez, que vous le lavez, etc. Vous émettez des micros et des nanoplastiques autour de vous, vous les respirez, vous les consommez, vous les déglutissez, etc. Donc, même si on arrivait à parfaitement recycler tous les plastiques, on n'empêcherait absolument pas cette pollution-là. En plus, ces histoires de recyclage sont doublées, là encore, comme pour les bioplastiques, d'un problème de compréhension du terme recyclage. Recycler, ça veut dire régénérer l'objet à l'identique. C'est-à-dire que, par exemple, une bouteille en PET qui a contenu de l'eau, on va la retransformer en bouteille en PET. Ce qu'on sait faire, mais pas à l'infini, parce que chaque fois, on a 30% de pertes. Et en plus, il faut décontaminer la bouteille, repolymériser le polymère, etc. Et on ne sait le faire que pour les bouteilles en PET qui ont contenu des boissons, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut éliminer que les contaminants volatiles, pas les autres. Or, à l'heure actuelle, ces bouteilles en PET ne représentent que moins de 0,5% de la totalité des plastiques que nous utilisons.
Or, actuellement, certains pays, et y compris nous, on se targue de recycler des pourcentages de plastique bien supérieurs à 0,5%. Tout simplement parce qu'on appelle recyclage ce qui n'en est pas. On appelle recyclage du décyclage. C'est-à-dire que la bouteille, on ne va plus la régénérer en bouteille, mais par contre, on va la transformer en pull over, en geste de jardin, en cintre, qui va remplacer des matériaux qui ne posaient pas de problèmes environnementaux, comme la laine, comme le verre, comme le bois. Et ces objets vont continuer à émettre des micros et des nanoplastiques. Donc, avec du décyclage, on ne résout pas les problèmes de pollution plastique, voire même on se rend dépendant des déchets plastiques. Parce qu'une fois qu'on a mis en place toutes ces filières, il faut ensuite pouvoir continuer à alimenter ces filières en déchets plastiques et donc à produire, par exemple, de la bouteille en PET. Quelles sont les solutions alors pour enrayer cette pollution plastique de manière efficace ? Les solutions, elles sont là, elles sont extrêmement simples. Nous devons nous interroger sur nos modes de vie et nos modes de consommation. C'est-à-dire que nous devons réduire notre usage de matière plastique parce que cette matière, elle est présente dans tous les domaines, tous les secteurs industriels, tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient, utilisent du plastique. Donc il faut que chaque secteur industriel se pose la question de cette réduction de leur usage de plastique. Ça, c'est vraiment important et que l'on fixe des objectifs à chaque secteur d'activité. Ça a démarré. Déjà, par exemple, on se passe très bien de tous les sacs en plastique de sortie de caisse. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai le souvenir où on accumulait tous ces sacs-là, on savait pas quoi en faire. On n'en a plus, on utilise des sacs de coton que l'on lave et que l'on réutilise ensuite et franchement, ça nous pose pas quand même de gros problèmes. On est en train d'essayer aussi de faire un effort pour éliminer tous les plastiques des fruits et légumes frais. La plupart d'entre eux n'étant pas utiles, c'est-à-dire qu'ils ne permettent absolument pas de réduire les pertes et les gaspillages en fruits et légumes. Là aussi, avec quand même des gros obstacles de lobby qu'il faut arriver à dépasser. Et pareil pour tout ce qui est produits jetables, les pailles qui ont été interdites, etc. Donc, ce sont des objets, je vais dire, qui ne nous manquent pas, ou pas vraiment, hein. Et en fait, on a à peine commencé à se poser la question, c'est-à-dire que quand on dit par exemple qu'il va falloir réduire l'usage des plastiques aux usages essentiels du plastique, eh bien on a énormément de mal à définir ce qu'est un plastique essentiel, tout simplement parce que personne ne s'est posé la question et que la réponse, elle appartient à chaque secteur d'activité. Bien sûr qu'on peut miser sur des bioplastiques qui ne pourront jamais remplacer en quantité les usages du plastique conventionnel. On peut miser sur des développements technologiques miracles aussi de traitement des déchets où on va les faire disparaître, des déchets plastiques. Mais franchement, la solution, elle est là. Elle est juste à côté de nous. Elle est juste à notre porte. Lorsqu'on y réfléchit un petit peu, on s'aperçoit qu'on pourrait estimer le pourcentage de plastique non essentiel à un pourcentage supérieur à 75%. Donc on pourrait agir extrêmement vite pour réduire cette pollution plastique. Il faut en passer par la contrainte pour les forcer, ces secteurs d'activité, à réduire leur empreinte plastique ? Un minimum, oui. En tout cas, la contrainte, motivation, tirer, pousser, tout est bon à partir du moment où ça sera efficace. Il peut y avoir aussi une motivation vis-à-vis des désirs des consommateurs, hein, ça peut aussi intervenir. Mais oui, bien sûr qu'il va falloir interdire certains objets, c'est clair, et c'est déjà le cas. Mais une fois qu'on est engagé dans un effort, il ne faut pas reculer. Parce que lorsqu'on apprend à se passer de quelque chose que l'on a l'habitude d'utiliser, il ne faut pas revenir en arrière ensuite. C'est comme lorsqu'on décide d'arrêter de fumer. Il faut être ferme, parce qu'il faut bien comprendre que les plastiques que nous consommons aujourd'hui constituent un héritage empoisonné pour les générations à venir. Les plastiques que nous utilisons aujourd'hui vont, pour la plupart, vaguement nous faciliter la vie, parce qu'on va acheter un vêtement un petit peu moins cher ou qui va peut-être se froisser un petit peu moins vite. Donc, on va y mettre 40% de plastique au lieu d'avoir le même vêtement 100% coton qui se froissera un peu plus. Donc, ce bénéfice-là que l'on a aujourd'hui, ici et maintenant, ce sont des matériaux qui vont persister pendant des siècles. Ce sont donc les générations à venir qui vont souffrir des conséquences. Donc, c'est un héritage empoisonné que nous devons éviter de leur laisser. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la chance de venir un jour à bout de cette pollution plastique ou est-ce que ce combat-là, il est déjà un peu perdu ? Ça dépend les jours.
C'est vrai que quand on apprend les efforts qu'a fait Trump pour balayer d'une simple pichonnette tous les efforts pour réduire les plastiques à usage unique dans l'administration américaine, là, c'est vrai que je me dis, oh là là, bon, là, on part sur quelque chose de très pessimiste, mais non. Quand je vois aussi autour de moi toutes les personnes, toutes les associations qui sont mobilisées pour lutter contre cette pollution plastique, tous les scientifiques, même les industriels, non, je suis très optimiste. Et c'est pour ça que je travaille dessus depuis plus de 30 ans et que je travaille toujours dessus, sinon je ne le ferai pas. Et je m'aperçois que, y compris dans ma vie personnelle, il y a quand même vraiment moyen de se débarrasser assez facilement des 3/4 des plastiques que l'on consomme. Pour terminer, vous alertez aussi sur le risque de pollution plastique induit par les technologies de transition. Ce qui se passe actuellement, c'est que une grande majorité des progrès qui sont des progrès technologiques qui sont développés, en fait, troquent une empreinte carbone contre une empreinte plastique. Par exemple, lorsqu'on met en place des parcs d'éoliennes, on va réduire l'usage des ressources pétrolières et donc la production de gaz à effet de serre et donc réduire l'impact sur le changement climatique. Mais en contrepartie, on va utiliser des tonnes et des tonnes de plastique parce que les éoliennes, ce sont essentiellement du plastique, avec des pales qui s'usent, qui émettent des micros et des nanoplastiques dans l'environnement. Et lorsque toute leur surface est érodée, eh bien, on les change sans trop savoir quoi faire de ces pales, si ce n'est de les transformer en bancs publics qui vont continuer à émettre des micros et de nanoplastiques. Les voitures électriques, c'est pareil, il y a énormément d'usage de plastique et toutes les technologies de transition, qu'elles soient numériques, énergétiques, écologiques, font appel à du plastique qui n'est pas comptabilisé dans les bilans environnementaux. Alors, pourquoi pas ? On peut décider que c'est une priorité, mais en ce cas-là, il faut le faire en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on va dire, on va prioriser toutes ces technologies de transition qui utilisent du plastique, mais en contrepartie, nous devons réduire les usages des plastiques qui ne sont pas essentiels. Et donc ça, ce sont des arbitrages, ce sont des choix politiques qui doivent être faits et sans tarder. Parce qu'actuellement, malgré nos efforts de soi-disant recyclage qui en fait n'en sont pas, on accumule de plus en plus de plastique. C'est-à-dire qu'on crée un réservoir de toxicité pour les générations à venir. Merci infiniment, Nathalie Gontard. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!